Bonjour tout le monde, on a déjà une petite quarantaine, donc c'est parfait. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, même si maintenant il y a beaucoup de monde qui me connaît, je m'appelle Muriel Moindreau, je suis neuroscientifique spécialisée en oculométrie et en fait, j'organise ces webinaires tous les mois, sauf pendant la pause estivale, pour justement permettre aux cliniciens qui utilisent l'oculométrie de partager justement sur leurs pratiques et puis aussi leurs recherches. Et donc ce mois-ci, on a le plaisir de recevoir le docteur Leïla Korik, qui est neurologue au CHU de la Timone à Marseille, où elle exerce au sein du service de neurologie, neuropsychologie qui est labellisé CM2R. Elle dirige l'unité d'hospitalisation de jour spécialisée dans le diagnostic et la prise en charge des pathologies neurologiques à expression cognitive et aussi psychocomportementale, notamment donc les maladies neurodégénératives. Et dans ce cadre, elle collabore aussi étroitement avec d'autres équipes de neurologie, notamment celles qui sont impliquées dans la prise en charge des pathologies neurodégénératives à présentation motrice, notamment tout ce qui est les syndromes parkinsoniens. Et depuis une douzaine d'années maintenant, le docteur Korik a développé une expertise en oculomotricité en étudiant les mouvements oculaires grâce à la vidéo-oculographie, qui est un outil précieux pour le diagnostic justement de ces maladies neurodégénératives. Et en fait, son activité clinique permet d'alimenter ses travaux de recherche qui portent sur la caractérisation phénotypique de ces maladies neurodégénératives et en se basant sur ces différents biomarqueurs, notamment les biomarqueurs oculomoteurs. Et dans cette dynamique, Leïla a soutenu en octobre 2024 une thèse de science portant sur les corrélations entre les différents biomarqueurs et les phénotypes cliniques. Et en fait, aujourd'hui, à travers le topo qu'elle va nous présenter, elle va partager son expertise sur le rôle des marqueurs oculomoteurs dans le diagnostic et la caractérisation phénotypique de ces pathologies. Leïla, je te laisse la parole. Merci Muriel pour cette introduction. Donc voilà, tout a déjà été dit. Voilà, le but du topo d'aujourd'hui, voilà, de vous montrer un aperçu de ce qui peut se faire en pratique clinique courante avec à l'aide, grâce à l'étude des mouvements oculaires avec la vidéocollographie. Et aussi, je vous donnerai aussi un petit aperçu de ce que je fais aussi en recherche. Alors, commencer. Donc, juste quelques généralités sur les maladies neurodégénératives. Alors, les maladies neurodégénératives, au sens large, hein, elles ont toutes comme point commun une perte progressive des neurones. Donc, ce qui va entraîner en fait une atrophie cérébrale. Alors, dans chacune des maladies neurodégénératives, on retrouve en fait une population des neurones en fait qui présentent des vulnérabilités sélectives particulières qui vont être responsables des différents syndromes cliniques. Et en fait, ce terme de vulnérabilité a été utilisé bon, surtout pour décrire les différents mécanismes en fait d'agrégation des protéines pathologiques. En fait, dans chacune de ces maladies neurodégénératives, on retrouve une agrégation des protéines, soit dans les espaces intracellulaires, soit dans les espaces extracellulaires, et de manière spécifique, donc qui va être responsable des différents syndromes cliniques. Mais aussi, ce terme a été utilisé pour décrire les différents mécanismes qui vont soit précéder ces étapes d'agrégation ou soit succéder, donc comme par exemple notamment tout ce qui est des mécanismes de neuroinflammation. Alors, de façon très générale, en fait, ces dépôts protéiques en fait anormaux se débutent généralement au niveau des localisations anatomo-fonctionnelles assez précises, en fait, en fonction de certains types de vulnérabilités, et puis ils se propagent le long des connexions anatomo-fonctionnelles, déjà au niveau des réseaux locaux, et puis sur des réseaux à distance. Et en fait, toutes les protéinopathies n'affectent pas, en fait, toutes les protéinopathies, en tout cas dans les maladies non dégénératives, n'affectent pas, en fait, ces réseaux de la même façon. Parce que, en fait, chaque protéinopathie cible des réseaux différents selon la maladie et le type de la protéine impliquée. Par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui va plutôt, les protéinopathies vont plutôt toucher des réseaux postérieurs et notamment un réseau qui est communément atteint d'un mal d'Alzheimer, quelle que soit la forme clinique. C'est le réseau, quand on est au repos, en fait, ça s'appelle le réseau du mode par défaut.
Alors que dans la paralysie supranucléaire, en fait, qui est une autre maladie non dégénérative, le processus pathologique, généralement, notamment ces dépôts anormaux d'une protéine qui s'appelle la protéine Tau, commence en fait généralement au niveau d'un axe, au niveau du tronc cérébral, et notamment dans les régions du tectum mésencéphalique, et puis se propage en fait suivant un mode rostrocaudal, soit vers les structures cérébelleuses, soit vers les structures corticales. Alors, suivant en fait les caractéristiques biochimiques de ces protéines pathologiques, suivant que ces protéines se déposent dans les cellules, dans les espaces extracellulaires, suivant qu'elles touchent les neurones, ou soit qu'il existe d'autres protéinopathies associées, ben on va voir en fait les maladies qui vont être tout à fait différentes. Par exemple, d'une part, par exemple, vous avez la paralysie supranucléaire progressive, qui est une maladie dégénérative, et de l'autre côté, par exemple, la maladie d'Alzheimer. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est de constater ces éléments vont aussi influer les expressions cliniques. Par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, ce qui est connu, c'est qu'il existe la forme classique, celle que tout le monde connaît, c'est la forme de la maladie d'Alzheimer avec un début amnésique. Donc, c'est les patients qui se présentent avec un déficit au niveau de la mémoire, d'apparition insidieuse et d'évolution progressive. Et puis, les autres atteintes cognitives, ils vont suivre dans un second temps. Mais en fait, ce qui est beaucoup moins connu du monde médical et du grand public, c'est que la maladie d'Alzheimer peut aussi débuter par des symptômes non mnésiques. Et donc, ce que je vous ai montré en bas, ça peut débuter par les troubles neurovisuels, donc notamment, ce sont des formes qu'on appelle d'atrophie corticale postérieure, donc c'est un mode d'entrée dans la maladie d'Alzheimer. Ça peut parfois commencer par des troubles du langage, donc ce sont des formes langagières. Ça peut commencer par les symptômes moteurs. Et donc, c'est là on retrouve par exemple le fameux syndrome corticobasal qu'on pouvait voir. En fait, on peut l'avoir aussi bien dans la maladie d'Alzheimer qui débute par des symptômes moteurs ou dans une autre maladie qui est la paralysie supranucléaire progressive. Donc, vous pouvez voir en fait derrière ces maladies et suivant les différents facteurs qui vont rentrer en ligne de compte, ben, on va voir les différentes expressions cliniques. Alors, si dans chacune de ces maladies, il y a certaines atteintes communes, en fait, ces atteintes interagissent avec des vulnérabilités spécifiquement associées à chaque phénotype. Donc la question qui se pose, c'est finalement comment faire la part entre tout ça, comment faire les diagnostics différentiels si on a ces syndromes cliniques qui se rassemblent et qu'est-ce qui va nous permettre d'aller au plus près du processus pathologique. Mais ça, c'est grâce à l'étude des différents marqueurs. Donc effectivement, vous avez tous entendu parler des marqueurs biologiques. Par exemple, ce sont des marqueurs qu'on peut doser soit dans le liquide céphalorachidien en faisant la ponction lombaire, et depuis quelques temps, on va pouvoir les avoir aussi dans le sérum. Donc, ça permet d'avoir une signature biologique en posant toutes ces protéines dont je vous ai parlé dans le liquide céphalorachidien ou dans le sérum. Mais le souci, c'est que voilà, il y a quand même un certain caractère invasif. Par exemple, il faut quand même faire la ponction lombaire pour accéder à certains liquides biologiques. Et ils ne sont pas toujours corrélés à la clinique. Et puis, ce qui est un peu problématique aussi, avec des marqueurs sériques qui vont arriver, qui ne sont pas toujours associés au pronostic clinique. C'est-à-dire que si à un moment donné, on va retrouver les marqueurs biologiques positifs dans le sérum, il n'est pas sûr que le patient va forcément développer les symptômes cliniques, et s'il les développe, on ne sait pas dans combien de temps ils vont les développer. Donc après, on a effectivement la neuroimagerie alors, au moment malheureusement où on va s'installer l'atrophie cérébrale, on est déjà peut-être un petit peu tard au cours de l'évolution. Et puis il y en a certains quand même qui sont assez coûteux et peu accessibles. Bien sûr, à l'autre extrême, on a la clinique, hein, on a nos tests. Moi, comme elle vous a dit, Muriel, je suis responsable d'une unité de consultation mémoire. Donc, effectivement, on a des tests neuropsychologiques qui sont bien corrélés à la clinique. Mais là aussi, on est un petit peu peut-être un peu tard. Et puis, l'oculomotricité, ben, ça peut en fait avoir un rôle comme un marqueur intermédiaire. C'est-à-dire que l'étude des mouvements oculaires permet de corréler certaines atteintes qui peuvent être parfois subjectives à l'atteinte des réseaux anatomo-fonctionnels spécifiques du processus pathologique. En fait, comme je vais vous présenter dans la suite du topo, il existe une bonne corrélation entre l'altération de certains paramètres oculomoteurs qu'on va pouvoir mesurer à l'aide de la vidéocularographie et l'atteinte des réseaux spécifiquement associés à certains processus pathologiques. Et en dehors de ça, hein,
l'étude des mouvements oculaires est une fenêtre privilégiée qui permet d'étudier l'allocation des ressources attentionnelles, par exemple, dans les différentes tâches cognitives. D'autre part aussi, c'est une interface vraiment dynamique de choix pour étudier les mécanismes complexes entre la perception, la cognition et l'action. Alors, quels sont les différents mouvements oculaires qu'on peut étudier? Donc, les mouvements oculaires, bien sûr, extrinsèques, hein, qui correspondent à la mobilisation des globes oculaires, donc les saccades, les poursuites, émergence, différents réflexes oculomoteurs. Et puis aussi, ce qui est peut-être moins étudié en pratique clinique, c'est l'oculomotricité intrinsèque, et notamment les mouvements de la pupille, contraction et dilatation de la pupille. Donc, on utilise bien sûr des tâches différentes qui permettent de caractériser, par exemple, je vais vous montrer tout à l'heure, des saccades, les poursuites, différents réflexes oculomoteurs. Mais on peut aussi utiliser les différentes tâches cognitives qui permettent finalement d'analyser le comportement oculomoteur et notamment les modalités d'allocation et de partage de ressources attentionnelles dans les tâches qui explorent les différents domaines cognitifs, comme par exemple la mémoire, l'émotion, les prises de décision, différentes capacités neurovisuelles et différents mécanismes d'allocation de ressources attentionnelles, suivant qu'on est dans un mode, par exemple, guidé par les stimuli internes ou guidé par la science des stimuli. Alors voilà comment ça se passe, hein. C'est l'exemple d'appareillage que j'ai moi actuellement dans mon service. Donc, alors, probablement, hein, il y a d'autres systèmes aussi qui arrivent sur le marché. Donc, c'est celui-là qui a eu le marquage CE. Donc, voilà, il y a une caméra infrarouge, hein, qui permet d'enregistrer les mouvements des pupilles, qui est fixée sur un casque. Les stimuli sont projetés donc sur l'écran de l'ordinateur et l'examinateur à côté donc peut avoir en fait un retour direct sur les mouvements que fait le patient et sur l'enregistrement lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut, voilà, ça c'est par exemple quand on fait l'étude des saccades, voilà, je vous montre par exemple ce que le sujet voit à l'écran de l'ordinateur. Par exemple, ça c'est un protocole de saccade réactive, réflexe, qu'on utilise, en fait, on utilise un protocole GAP, je vous expliquerai un petit peu plus tard. Donc, c'est voilà, c'est une manière d'étudier, par exemple, les saccades réactives avec ce protocole GAP. Donc, je vous montre rapidement la vidéo. Donc, il y a un carré central avec un gap de 200 millisecondes avant l'apparition d'un carré périphérique. Donc, qu'est-ce que sont les saccades? Les saccades sont des mouvements oculaires brefs et rapides qui permettent rapidement de porter notre vision au niveau d'objets d'intérêt qui se retrouvent dans le champ visuel périphérique. Donc, il y a une phase qui est une phase rapide, hein, qui est un déplacement de l'œil vers la position souhaitée, et puis une deuxième phase qui est une phase de maintien de l'œil dans cette position. Et donc, les vitesses de saccade peuvent être influencées par les différents paramètres, comme suivant qu'on est dans les saccades visuellement guidées ou d'autres modalités de guidage, soit qu'on est dans un mode réflexe ou volontaire, concernant les saccades mémorisées ou non, suivant aussi de l'état de vigilance du patient, du traitement psychotrope, et bien sûr par le contexte pathologique, ce qui nous intéresse dans le cas de ce topo. Hop. Voilà, dans les saccades, en fait, il existe deux types donc, de saccades qui sont régis par les systèmes par les systèmes anatomiques un peu différents, mais enfin avec toutefois des voies quand même communes entre les deux types de saccades. Donc, une part, par exemple, vous êtes en train de travailler et puis d'un coup, il y a moustique, justement, c'est la saison qui surgit dans votre champ visuel périphérique. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est une source potentielle de danger. Rapidement, vous allez effectuer ce mouvement oculaire en direction de ce stimulus potentiellement dangereux. Donc, vous allez effectuer un mouvement qui est plus ou moins réflexe et automatique. Soit vous dites, non, en fait, là, c'est bientôt les partiels, je vais être concentré sur mon examen.
Donc, vous allez inhiber cette tendance d'aller de manière automatique vers ce stimulus réactif pour déclencher donc une saccade volontaire vers l'objet, un autre objet qui est dans votre, fait partie de vos, par exemple, vos cours. Alors, quand on enregistre, par exemple, les saccades, donc voilà, c'est ce qu'on observe comme tracé, en fait, au niveau du tracé de la vidéocolographie. Donc, on va avoir la mesure, en fait, de l'amplitude en fonction du temps. Euh, et ça, c'est le moment où la cible apparaît dans la périphérie. Et ça, c'est le moment, donc il y a toujours une latence entre le moment où la cible apparaît, où le sujet déclenche le mouvement oculaire. Ensuite, vous allez avoir cette fameuse phase rapide, hein, la phase rapide, puis la stabilisation et puis le retour vers le centre. Donc, les régions qui sont impliquées, je vous ai parlé tout à l'heure, on peut faire une bonne corrélation anatomo-fonctionnelle. Pour ce qui est des saccades réactives, la région qui est impliquée dans la commande euh, est la région du cortex pariétal postérieur, qui est la pariétale high field. Et donc, pour susciter de manière expérimentale, de manière clinique, cette saccade réactive, bah, c'est ce fameux protocole GAP qu'on utilise, qui permet effectivement de sensibiliser ce système de saccade automatique avec donc un gap de 200 millisecondes. Soit bah, on a un autre système de saccade volontaire qui, lui, avec une commande qui est plutôt régie par les structures frontales, et notamment la frontale high field. Ensuite, donc, il y a les structures au niveau du tronc cérébral, donc avec le fameux colliculus supérieur dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un peu une interface hein, entre le système de commande corticale et les centres effecteurs au niveau du tronc cérébral. Donc, il propose sur vraiment une mécanique de précision extrêmement fine avec des différents mécanismes d'inhibition, d'excitation. Donc, c'est une structure qui est extrêmement importante dans le système oculomoteur. Et puis, bien sûr, le système cérébelleux donc, qui est impliqué dans la précision et la stabilité du regard. Et puis, les noyaux prémoteurs pour ce qui est des saccades verticales qui se retrouvent au niveau du mésencéphale, donc au niveau de la substance réticulée mésencéphalique, pour ce qui est des saccades horizontales, ils se retrouvent au niveau de la substance réticulée pontique, et puis l'ensemble est dirigé vers la voie motrice finale commune, qui sont des noyaux oculomoteurs, 3 et 6 pour l'oculomotricité horizontale, et puis 3 et 4 pour l'oculomotricité verticale. Et donc, je vous ai dit, ces paramètres, par exemple, de latence, bah, quand il y a, par exemple, un système au niveau de la commande corticale, bah, on va avoir un allongement au niveau des latences. Quand c'est un problème au niveau des neurones prémoteurs, où on retrouve en fait des neurones excitateurs qui ont une mode de décharge assez tonique, bah, on va avoir une influence au niveau des paramètres des vitesses, donc avec une courbe, par exemple, qui va être moins raide. Ensuite, je vous ai dit, le cervelet, par exemple, participe dans la précision des saccades. Et à chaque fois, quand un mouvement est fait, il y a une copie efférente en fait, qui est envoyée vers le cervelet, qui permet après d'ajuster ces mouvements oculaires. Donc, il y a un mouvement d'ajustement qui se fait effectivement grâce aux structures cérébelleuses. Et puis, d'autre côté, on a aussi des régions qui sont impliquées vraiment dans l'inhibition. Par exemple, si on veut inhiber, par exemple, une saccade automatique pour réaliser une saccade volontaire, hein, comme c'est le cas avec le moustique, ben, on va avoir les régions notamment du cortex préfrontal dorsolatéral qui vont avoir un rôle important dans cette inhibition. Et donc, la tâche qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est la tâche des antisaccades. On demande au sujet de ne pas regarder du côté de la cible, mais de regarder du côté opposé. Donc, vous voyez, en fait, il y a une bonne corrélation entre ces différents paramètres qu'on va mesurer à l'aide de la VOG et puis l'atteinte des structures spécifiquement impliquées dans la commande, dans l'exécution, dans le contrôle de ces mouvements saccadiques.
Après, il existe aussi une bonne corrélation entre la VOG, les mouvements oculaires et puis les structures anatomiques. Par exemple, vous pouvez aussi, je vous ai dit, le cervelet, il est impliqué dans la précision des saccades, mais aussi il joue aussi un rôle important, par exemple, dans la stabilisation du regard. Donc, ce qui est possible aussi d'enregistrer avec la VOG bah, différents mouvements, en fait, de différentes anomalies de fixation et de stabilité qui vont être aussi spécifiques de certains processus pathologiques. Ensuite, deuxième mouvement oculaire qu'on peut essayer d'étudier, c'est par exemple la poursuite. Hein, ça, voilà, ça, c'est un mouvement régulier. Donc, le but, c'est de suivre un mouvement dans le champ visuel sans interruption et sans saccade. Donc, il y a une fixation initiale, puis déclenchement de la poursuite, le maintien de la poursuite, donc il doit être constante et adapté, et puis éventuellement les corrections qu'on appelle les saccades de rattrapage. Et donc, effectivement, là aussi, les vitesses peuvent être affectées par l'âge, l'état émotionnel, l'état d'attention, de concentration, l'état pathologique. Voilà, ça, ce sont des régions cérébrales comme un peu différentes que ce qu'on retrouve dans les saccades. Hein. Donc, on retrouve toujours cette frontale hyphide. Mais de l'autre côté, il y a aussi des structures du cortex temporopariétal inférieur qui sont impliquées dans la détection des mouvements. Bien sûr, rôle important également du cervelet et des noyaux vestibulaires. Donc, vous voyez, là, on retrouve des structures finalement qui vont être un petit peu différentes. Donc, en combinant les différents types de mouvements oculaires, bah, ça nous permet de donner finalement une idée sur l'intégrité des différentes structures qui peuvent être touchées de manière différente dans les processus pathologiques et notamment dans les maladies dégénératives. Alors, sans oublier bien sûr la pupille, hein. Là aussi, je vous ai montré les structures neuroanatomiques impliquées dans les différents mouvements des muscles impliqués dans la constriction et la dilatation de la pupille. Donc, par exemple, vous avez, quand l'œil est soumis à un stimulus lumineux, donc il y a d'abord une contraction de la pupille, hein, c'est qu'on appelle, c'est le réflexe photomoteur. Et puis, il y a une phase de la dilatation pupillaire, sachant aussi que cette dilatation pupillaire est aussi connue sous le nom de la réponse psycho-cognitivo-sensorielle parce qu'il y a certains paramètres émotionnels et cognitifs qui peuvent influencer l'amplitude et la vitesse de la dilatation pupillaire. Donc, vous imaginez le champ d'application, notamment en clinique, en recherche, notamment en soumettant les personnes à différentes tâches cognitives où on peut observer effectivement les différents mouvements de la pupille. Alors, pour aller plus près, dans les syndromes dégénératifs, alors je vais vous d'abord faire une première partie sur les syndromes parkinsoniens atypiques et puis après, je vais vous parler de la maladie d'Alzheimer. Alors, dans les syndromes parkinsoniens, vous connaissez tous la maladie de Parkinson. Alors, juste une petite parenthèse, qu'est-ce que ça veut dire un syndrome parkinsonien? En fait, c'est un syndrome clinique. C'est une triade clinique qui se caractérise par une raideur, hein, on retrouve ce qu'on appelle une rigidité, hein, que vous pouvez même, si vous avez l'expérience de voir les patients qui paraissent un peu figés, raides. Ensuite, la kinésie. Qu'est-ce que c'est la kinésie? En fait, c'est une rareté des mouvements, notamment des mouvements parfois automatiques qui accompagnent les gestes volontaires. Hein. Les patients parkinsoniens, ils ont souvent une rareté des clignements. Quand ils marchent, ils ont une diminution du ballon des bras. Donc, leurs mouvements qui accompagnent les mouvements volontaires sont généralement rares, qui donnent aussi cette impression figée. Et puis, on peut avoir les différents types de tremblements. Donc, akinésie, rigidité, tremblement, ça constitue cette fameuse triade du syndrome parkinsonien. Donc, ça, c'est un syndrome clinique. Mais derrière ce syndrome clinique, bah, vous pouvez observer les différentes étiologies. La maladie de Parkinson en est une, hein, c'est une des causes dégénératives du syndrome parkinsonien, mais il existe aussi d'autres maladies neurodégénératives qui ne sont pas des maladies de Parkinson, qui peuvent rassembler du fait de l'existence de ce fameux syndrome parkinsonien à la maladie de Parkinson, mais il y a d'autres symptômes souvent associés
qui font que ben, on les reconnaît à cause grâce à la détection de ces symptômes associés. Alors, c'est vrai que maladie de Parkinson pure, hein, généralement est de meilleur pronostic hein, que ces autres syndromes parkinsoniens parce qu'elle répond bien au traitement par L-DOPA, au traitement médicamenteux et généralement l'évolution est plus longue, hein. Alors que ces autres syndromes parkinsoniens dégénératifs, malheureusement, leur évolution est beaucoup plus rapide et généralement, il y a peu de traitements. Voilà, donc ça c'est aussi important une fois qu'on est face à un syndrome parkinsonien, savoir est-ce que dans quel cadre on est et surtout avoir des éléments pronostiques. Alors justement, je vais vous présenter le cas d'un patient. Donc c'est un patient qu'on a eu dans le service, hein, c'est un monsieur BG, 9 ans qui n'avait pas d'antécédent particulier. En fait, il est venu dans le service parce qu'il se plaignait depuis 6 mois d'un trouble d'équilibre. Alors, il a présenté 2 chutes. Alors, lorsqu'on l'examine au niveau neurologique, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, on retrouve qu'il a des petites difficultés un peu, petites dimensions un peu comportementales. On le trouve un peu il se précipite un petit peu, il a un peu des difficultés d'inhibition, donc on appelle une légère tonalité frontale, mais en même temps, il y a des symptômes moteurs, il a une petite raideur qui touche surtout l'axe, il a un regard qui est figé et il a une petite diminution au niveau des réflexes de posture. Donc, ce patient, il a réalisé une IRM cérébrale qui était interprétée comme normale. Et on n'avait pas d'accès aux clichés pour voir vraiment ce que les radiologues ont dit, est-ce que c'est vrai ou pas. Donc, on me l'envoie en disant, voilà, on trouve qu'il a un regard un peu figé, est-ce que tu peux faire un examen des mouvements oculaires? Effectivement. Alors, qu'est-ce que je retrouve chez ce patient? Donc, je lui fais protocole des saccades, donc saccade verticale, saccade horizontale. Bah, qu'est-ce que je retrouve en fait? Bah, je retrouve un ralentissement des saccades verticales, aussi bien vers le haut que vers le bas. Donc ça, c'est pour ce qui est là. Ouais, vous avez vu, hein, la courbe, je vous ai dit, quand il y a un ralentissement, bah, parce que je vous ai montré tout à l'heure, la courbe est beaucoup moins raide. Donc il y a un ralentissement des saccades verticales qu'on va pouvoir mesurer aussi. Ensuite, pour ce qui est des saccades horizontales, les vitesses semblent conservées, mais il y a un problème au niveau de la stabilité du regard. Donc, on retrouve ces fameuses ondes carrées, hein, ces problèmes de fixation hein, qui sont assez nombreuses. Ensuite, je lui fais l'épreuve des antisaccades. Alors, juste pour dire, pour revenir, donc, ralentissement des saccades verticales, bah, probablement un petit souci au niveau de la substance réticulée mésencéphalique. Les anomalies de fixation, donc un problème d'inhibition, notamment au niveau d'un système de verrouillage des saccades qui est un système qui provient d'une interaction entre les différentes structures au niveau du tronc cérébral et cervelé. Ensuite, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve en fait, lorsque je lui propose l'épreuve des antisaccades, ben, il y a quand même un souci d'inhibition. Il fait plein d'erreurs d'antisaccades. On est quasiment à 100% d'erreurs d'antisaccades. Et puis dans la poursuite lisse, ben, il y a une poursuite qui est saccadée, donc qui est pas du tout lisse. Alors, ces éléments-là, qu'est-ce que ça renvoie? Donc l'atteinte, si on dit, il y a une atteinte au niveau de la substance réticulée du tronc cérébral, il y a une atteinte au niveau du cervelet ganglion base, au niveau du cortex préfrontal dorsolatéral, bah, ça renvoie vers une maladie qu'on appelle la paralysie supranucléaire progressive. C'est un syndrome parkinsonien effectivement atypique qui n'est pas la maladie de Parkinson, mais dont malheureusement l'évolution est beaucoup plus rapide et beaucoup plus dramatique que dans la maladie d'Alzheimer. Et en fait, il y a des travaux qui ont montré que effectivement une altération précoce au niveau des vitesses des saccades verticales pouvait avoir une spécificité de 97% avec une sensibilité de 71% dans la détection de la PSP, mais surtout dans ce phénotype particulier qui est le phénotype Richardson. Là, ça aussi. Donc, ça, c'est par exemple, qu'est-ce qu'on peut observer comme des anomalies dans les autres syndromes parkinsoniens. Donc, je vous ai dit, dans la PSP, je vous ai présenté là. Donc, il y a un problème d'inhibition, donc contrôle des antisaccades. Il y a un ralentissement
qui touchent des saccades verticales au début de l'évolution et puis dans un second temps des saccades horizontales. On retrouve les ondes carrées. Dans une autre maladie dégénérative qui s'appelle atrophie multisystématisée, surtout dans sa forme cérébelleuse, ben, on va avoir surtout des problèmes en fait dans la stabilisation du regard, et donc avec des mouvements oculaires anormaux, donc souvent des mouvements nystagmiques qu'on retrouve dans le regard excentré ou nystagmus battant vers le bas, hein, c'est assez typique hein, dans ce syndrome clinique. Par contre, tout ce qui est l'hypométrie, poursuite saccadée, ça, c'est pas très spécifique. On les retrouve dans les différents syndromes parkinsoniens. C'est pas forcément spécifique d'un syndrome parkinsonien particulier. Syndrome corticobasal, bah, je vous ai en parlé tout à l'heure parce que ça reste aussi un syndrome clinique hein, qui peut être dû à des différentes pathologies. Et nous, on a fait un petit travail de recherche dans le service. On a essayé de voir est-ce qu'il y a une corrélation entre certains paramètres des saccades et les maladies protéiques particulièrement impliquées dans ces différentes maladies dégénératives qui peuvent être responsables de ce syndrome clinique. Alors la question qui reste hein, quand même, parce que tout à l'heure, les anomalies que je vous ai montrées en fait dans la PSP, ben, ces anomalies au niveau des vitesses, en fait, ça vaut pour cette forme classique de la PSP, qui est la forme qu'on appelle Richardson. C'est une forme qui va se manifester un peu comme ce monsieur hein, qu'on a vu, pas des troubles d'équilibre, des chutes précoces, des troubles cognitifs, et puis et malheureusement avec une évolution qui est inférieure à 10 ans, généralement entre 6 et 8 ans, avec généralement l'apparition des troubles moteurs assez sévères, des troubles à déglutition, des chutes, et donc qui aboutit à des traumatismes et le décès. Donc ça, c'est cette forme-là, mais en fait, en dehors de cette forme Richardson, ben, en fait, dans la paralysie supranucléaire progressive, comme je vous ai montré au début de mon topo, en fait, il y a différentes expressions cliniques. Donc finalement, la question c'est, OK, on a des éléments pour détecter la PSP dans sa forme classique, mais qu'en est-il avec les autres formes cliniques de PSP? Il y a des formes, par exemple, surtout à dominance plutôt cognitive, avec très peu de symptômes moteurs. Il y a des formes qui sont au départ surtout très motrices avec très peu de symptômes cognitifs. Il y a des formes qui évoluent aussi longtemps, lentement, hein, des formes qui évoluent très rapidement. Et finalement, comment s'en sortir? Est-ce qu'il existe finalement certaines anomalies communes et précoces qu'on peut avoir assez tôt, quelle que soit en fait la forme clinique de ces maladies? Et en fait, c'est la question à laquelle en fait nous on s'est intéressé en fait dans le service. En fait, on a pris une cohorte de patients parce que voilà, moi comme vous a expliqué Muriel, je fais un enregistrement des mouvements oculaires chez les patients qui se présentent soit initialement par des troubles cognitifs, soit par des problèmes moteurs, parfois très débutants, syndrome parkinsonien très 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 débutant. Et en fait, j'ai de la chance de pouvoir enregistrer ces patients assez tôt au cours de l'évolution. Et en plus, comme on est dans un CHU, au centre expert, donc c'est des patients généralement, quand ils arrivent à l'hôpital, bah, ils ont un peu le droit à la totale, c'est-à-dire qu'ils ont droit à leur examen des mouvements oculaires, le PET cérébral, l'analyse clinique finie, ce qui nous permet finalement, chez ces patients, assez tôt au cours de l'évolution, d'observer, faire des corrélations entre certaines anomalies qu'on va pouvoir observer au niveau des paramètres de la locomoteur et par exemple au niveau du métabolisme cérébral qu'on va pouvoir mesurer à l'aide de l'imagerie métabolique, qui est cette fameuse imagerie PET. Et donc en fait, ce qui fait qu'au départ, voilà, on a enregistré un certain nombre de patients qu'on a pu suivre au cours de l'évolution et au cours d'un suivi sur 2 ans, ben, il y en a 37 qui ont eu vraiment le diagnostic de PSP probable. Parce que c'est vrai que je ne vous ai pas dit, ces maladies, ces patients peuvent débuter au départ par des symptômes très différents, mais finalement, au fur et à mesure de l'évolution, ben, d'autres symptômes apparaissent, ce qui fait que le diagnostic devient plus aisé, plus facile. Au moment quand on les voit tout au début, bah, c'est difficile. Quand ils ont que des présentations cognitives ou des petits symptômes moteurs assez subtils, c'est difficile. Donc, en fait, on a pu faire des corrélations
au début de l'évolution. Et qu'est-ce qu'on a pu constater en fait chez ces patients, quel que soit leur phénotype clinique, ben, on avait une corrélation entre les gains, donc je dis c'est le paramètre de précision des saccades et le métabolisme au niveau du colliculus supérieur, ce qui était déjà connu, enfin, des latences avec les structures de cortex pariétal postérieur, hein, c'est ce que vous avez montré tout à l'heure, et puis aussi les vitesses avec le métabolisme au niveau des certains noyaux, au niveau du tronc cérébral. Et en fait, une des hypothèses qu'on a émis, parce que finalement, ce qui était vraiment le plus spécifique, c'est qu'il y avait, quel que soit le phénotype clinique, il y avait cette corrélation avec le métabolisme au niveau du colliculus supérieur. Et donc, on a peut-être, comme j'ai dit, hein, le processus pathologique commence au niveau de certaines localisations précises et puis se propage le long des connexions anatomo-fonctionnelles, soit vers le haut, soit vers le bas. Et en fait, une des hypothèses qu'on a émise, c'est que peut-être l'atteinte commence vraiment au niveau du colliculus supérieur, qui est un peu une région du carrefour, hein, je vous ai dit, c'est un peu une région qui est métaboliquement très active, qui la rend peut-être aussi vulnérable face au processus pathologique et que peut-être le processus commence à ce niveau-là, qui va être à l'origine peut-être des petites anomalies au niveau des amplitudes des saccades, surtout verticales, avec bien sûr d'autres anomalies qui vont apparaître au fur et à mesure que le processus pathologique se propage, soit vers les régions corticales ou vers les régions sous-corticales. Par exemple, ça c'est un exemple, ce qu'on peut faire, par exemple, en recherche, en couplant les éléments cliniques, les éléments en imagerie métabolique, et surtout, on a la chance de pouvoir avoir des patients assez tôt au cours de l'évolution. Alors, pour ce qui est de la maladie d'Alzheimer, combien de temps il me reste? Voilà, j'ai encore un peu de temps. Donc, la maladie d'Alzheimer, alors elle, ça touche, ce sont des maladies qui est plutôt à dominance corticale. Alors, dans sa forme classique, en fait, ça commence généralement au niveau des régions du cortex temporal interne, des lésions, et puis ils vont se propager vers les régions du cortex temporal externe, puis vers les régions pariétales et vers les régions frontales. Généralement, dans la maladie d'Alzheimer, contrairement à la PSP, des structures sous-corticales, en tout cas, elles sont rarement touchées dans les stades précoces de la maladie. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer au niveau de la VOG? Des anomalies peut-être au niveau des latences, parce qu'il y a une atteinte du cortex pariétal, les anomalies au niveau de l'inhibition, et puis aussi des anomalies au niveau de la poursuite, parce que cette région du V5 est aussi est touchée au cours de l'évolution de la maladie d'Alzheimer. C'est ce qu'on observe un petit peu, hein. On observe voilà, les erreurs des antisaccades, les anomalies au niveau de la poursuite, souvent un allongement des latences avec aussi des erreurs de direction. Et en fait, les travaux qui ont été faits montrent que finalement, ces anomalies-là qu'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer, comme par exemple l'allongement des latences, les erreurs des antisaccades, quelques anomalies de la poursuite, en fait, on le retrouve aussi dans d'autres maladies dégénératives corticales. Donc, ce sont des anomalies qui ne sont pas forcément très spécifiques. Par contre, en mesurant ces différents paramètres des saccades, ce qu'on a pu mettre en évidence, en fait, les anomalies des vitesses étaient surtout verticales, plutôt spécifiques d'une PSP, alors que les autres, finalement, paramètres ne sont pas très, très spécifiques qu'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer et notamment dans d'autres maladies dégénératives, notamment dans ces formes de la maladie d'Alzheimer à début mnésique. Donc, faire une étude des saccades classiques dans la maladie d'Alzheimer avec un début mnésique au départ isolé, en fait, il y a finalement peu d'intérêt parce que les anomalies qu'on observe apparaissent déjà à des stades assez tardifs au cours de l'évolution. Alors, quel est l'intérêt donc des mouvements oculaires dans la maladie d'Alzheimer? Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, dans le syndrome corticobasal. Le syndrome corticobasal, c'est un syndrome clinique comme le syndrome parkinsonien, où on va avoir dès le début du processus pathologique une atteinte asymétrique qui va toucher le cortex et des régions sous-corticales. Et donc, ce syndrome corticobasal, on le retrouve dans la maladie d'Alzheimer, mais également dans plein d'autres maladies. Donc, finalement, peu de spécificité sur le plan lésionnel. Et en fait, dans le service, on a fait un petit travail
où on a regardé les différents paramètres oculomoteurs dans ce syndrome corticobasal en fonction notamment des résultats de la ponction lombaire. Notamment, je vous ai dit, dans la maladie d'Alzheimer, une protéine qui est assez spécifique de la maladie d'Alzheimer, c'est la présence d'une protéine qui s'appelle la protéine bêta-amyloïde. Donc, c'est une protéine qui s'agrège anormalement dans la maladie d'Alzheimer. Et en fait, on a un peu regardé, comparé les différents paramètres oculomoteurs dans ce syndrome corticobasal en fonction s'il existe ou non la pathologie amyloïde associée. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, par exemple, dans le syndrome corticobasal associé à la maladie d'Alzheimer, on pouvait avoir un allongement des latences des saccades par rapport à des normes plus importantes et par rapport au syndrome corticobasal non associé à la pathologie amyloïde, de façon plus importante. Donc finalement, peut-être dans un syndrome corticobasal associé à la maladie d'Alzheimer, l'existence d'un allongement des latences est plus spécifique finalement d'une amyloïdopathie associée à ce syndrome-là qu'à d'autres types de protéinopathie. Bon, ça c'est un exemple. Ensuite, je vous ai dit, dans la maladie d'Alzheimer, elle peut commencer par des atteintes corticales, par des atteintes de nature mnésique, mais aussi par des atteintes de nature non mnésique. Et notamment, peut-être vous allez le voir, ce syndrome clinique dans votre pratique clinique quotidienne, c'est une forme particulière de la maladie d'Alzheimer qui débute par des troubles neurovisuels. Ce sont des patients en fait qui n'ont pas de problème de mémoire, qui vont très bien et qui se plaignent d'un flou visuel, donc une impression d'avoir la vision zoomée. Alors ils commencent par voir souvent les ophtalmos, on ne leur trouve pas de problème ophtalmo-périphérique et puis finalement en fin de course, on leur dit bah, allez voir un neurologue. Et là, qu'est-ce qu'on réalise? On réalise que ces patients présentent plutôt des difficultés d'origine neurovisuelle en lien avec une dégénérescence au niveau des régions corticales postérieures impliquées dans l'intégration des différents aspects du message visuel. Et par exemple, nous, on a décrit un cas il y a 2 ans d'un patient qui avait un peu une plainte visuelle assez floue, peu de symptômes cliniques, d'autant plus que même le bilan neuropsychologique, les tests de mémoire, ils étaient assez normaux. Et finalement, devant cette plainte visuelle un petit peu anormale, je lui ai réalisé l'examen des mouvements oculaires et où j'ai constaté effectivement un allongement très important au niveau des latences des saccades horizontales. Et ce qui m'a incité chez ce patient d'aller plus loin dans le bilan. Et effectivement, on a pu confirmer le diagnostic d'une maladie non dégénérative et notamment la maladie d'Alzheimer débutante à début neurovisuel. Alors, c'est ça. Alors, juste pour dire en fait, dans la maladie d'Alzheimer, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que, j'ai dit, l'analyse des mouvements oculaires offre aussi une fenêtre importante pour étudier les différents mécanismes d'attention visuelle. Par exemple, le système saccadique, lui, il est corrélé au système attentionnel, on appelle dorsal. C'est le système où notre attention est guidée par un certain nombre de stimuli internes, par exemple en fonction de nos connaissances antérieures, en fonction de notre motivation, ben, notre regard va être plus ou moins orienté vers voilà, certaines régions en observant la scène visuelle, soit notre attention peut être guidée par les propriétés même de stimuli, et notamment leurs caractéristiques visuelles. Donc en fait, ces deux systèmes en fait collaborent de façon étroite et aussi avec des réseaux qui sont impliqués dans la maladie d'Alzheimer et notamment avec le réseau du mode par défaut. Et donc, en fait, il existe un équilibre vraiment assez fin qui repose sur les différents mécanismes d'excitation, d'inhibition, l'activité oscillatoire qui permet finalement de réguler ces différents systèmes. Et en fait, quand on a une atteinte liée à un processus pathologique, ben, on va avoir des difficultés au niveau de l'attention visuelle qu'on va pouvoir effectivement étudier cette fois-ci à l'aide des différentes tâches cognitives. Donc voilà, ça c'est un peu une manière qui illustre ça. Donc en fait, au final, ce qu'on va observer, c'est l'altération au niveau des différents paramètres oculomoteurs, mais ça reflète
une atteinte plus large au niveau des réseaux anatomo-fonctionnels qui peuvent être altérés dans ces maladies dégénératives et notamment dans la maladie d'Alzheimer. Juste pour dire, voilà, il y a des différents travaux qui ont montré que, par exemple, dans une tâche cognitive, dans une tâche notamment de mémoire de travail, ben, on peut mesurer, par exemple, la dilatation de la pupille. Et donc, ce qu'on a montré, par exemple, chez les patients qui ont des troubles mnésiques très débutants, dans une tâche cognitive qui demande un effort cognitif très particulier, ben, on va avoir une dilatation pupillaire plus importante par rapport au sujet contrôle et qu'on a montré que ces dilatations étaient corrélées à certains systèmes impliqués dans l'attention visuelle, notamment le système attentionnel ventral. Ensuite, il y a aussi d'autres tâches qu'on peut faire. Par exemple, on peut regarder le nombre de fixations dans une tâche de mémoire. Par exemple, les sujets regardent les images et puis on leur présente, par exemple, les images préalablement. Et puis, au bout d'un certain délai, ben, on leur montre les deux images, une qu'ils ont déjà vue et une qu'ils n'ont jamais vue. Et en fait, on va regarder la proportion de fixation sur des images familiers et non familiers. Et en fonction de ça, ben, on va savoir est-ce qu'il existe une atteinte mnésique ou pas. Parce que généralement, quand on a une atteinte mnésique, on a une diminution de proportion de fixation au niveau des images qui sont connues. Ça, c'est par exemple un exemple de tâche cognitive. Euh, et de manière plus, juste avant de terminer, il y a des travaux récents en fait qui montrent que on peut avoir les dépôts anormaux et notamment de ces protéines pathologiques dont je vous ai parlé au début au niveau de la rétine et ça assez tôt au cours de l'évolution de la maladie. Et en fait, des travaux montrent que ces dépôts protéiques anormaux toucheraient davantage la partie supérieure de la rétine par rapport à la partie inférieure. Et donc, dans le service, par exemple, on est en train de monter un protocole de pupillométrie dynamique où on va stimuler à des fréquences différentes les différents points de la rétine, ce qui nous permet d'avoir les différentes puissances du réflexe photomoteur, donc induite par ces stimulations lumineuses, et ce qui nous permet d'avoir un peu une cartographie pupillaire rétinienne et voir est-ce qu'effectivement, dans des stades très débutantes, on peut avoir, par exemple, une diminution de la puissance spectrale pour certaines parties de la rétine. Et donc, pour finir, donc, je vous ai dit, voilà, il y a tout un champ d'applications, aussi bien en clinique qu'en recherche, dans les analyses des mouvements oculaires, dans les maladies dégénératives, à expression cognitive, à expression motrice. Et en fait, en plus, vous avez montré les applications en clinique. Il y a tout un tas d'applications en fait en recherche parce que c'est un moyen chez l'humain de faire une recherche non invasive. On peut aussi adapter différents protocoles pour les modèles animaux. On peut également faire des modélisations à partir du cerveau virtuel. Donc, et en fait, ça montre vraiment qu'il y a une convergence multidisciplinaire qui ouvre aussi les pistes pour ces biomarqueurs oculomoteurs et notamment pour étudier notamment de certaines stratégies thérapeutiques innovantes. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je suis ouverte à vos questions. Merci beaucoup, Leïla. Bah écoute, je te propose, je vais commencer moi par une première question. Avec ce que tu nous as présenté là aujourd'hui, le message quand même en lien avec la maladie d'Alzheimer à début mnésique, c'est que l'enregistrement de la motricité oculaire un peu simple, tout ce qui est saccade, poursuite, est pas forcément très pertinent. Par contre, le coupler avec des tâches plus cognitives et aussi l'enregistrement de la pupille, ça va permettre peut-être justement d'aller plus loin. Et donc là, on a encore besoin de développer des tâches associées, hein. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que autant il y a des paradigmes assez normés en fait pour tout ce qui est des syndromes parkinsoniens atypiques, dans la maladie d'Alzheimer, appliquer ces paradigmes-là, bah, voilà, les travaux montrent qu'il n'y a pas vraiment de spécificité, mais ça peut avoir un intérêt dans ces variations phénotypiques. Par exemple, retrouver une anomalie des latences si on a des plaintes visuelles un petit peu anormales. Ça peut être, par exemple, une manière de révéler certaines variations phénotypiques et notamment l'atrophie corticale postérieure ou dans certaines formes de syndrome corticobasaux. Donc, effectivement, je pense que la place de ces paramètres oculomoteurs standards
peut se retrouver dans ces formes atypiques. Par contre, pour ce qui est la maladie d'Alzheimer à début mnésique, il faut aller plus loin, notamment dans ces tâches cognitives qui permettent voilà, d'étudier le partage des ressources attentionnelles et des tâches un peu plus cognitives et émotionnelles. Et je reviens sur ce que tu as dit là sur l'atrophie corticale postérieure. Il y a des études qui montrent en fait que ces patients, comme tu en parlais aussi quand tu as parlé de l'atrophie corticale postérieure, ces patients, en fait, le diagnostic peut être très long à poser parce qu'en fait, le début étant un peu neurovisuel et ils n'ont pas forcément un début d'Alzheimer un peu classique, on va dire, il y a des études qui montrent qu'en fait, arriver des fois à poser le diagnostic, ça peut prendre jusqu'à 6 ans. Là, il y avait une étude. Tout à fait. Donc c'est vrai que là, faire l'enregistrement de la motricité oculaire, justement, là, ça pourrait permettre vraiment de montrer cet allongement des latences et après d'orienter sur le reste de l'examen. Et justement, ce que je vous ai montré, parce que j'avais peur qu'on soit un peu court avec le temps, c'est que ce qui fait qu'on a un peu. J'ai regardé, en fait, j'ai enregistré 23 patients avec une atrophie corticale postérieure. Et en fait, j'ai comparé leurs paramètres avec les patients qui ont des troubles cognitifs légers avec une atteinte mnésique isolée. Donc, d'une part, j'avais des patients avec une atteinte neurovisuelle isolée, toujours dans la maladie d'Alzheimer, et d'autres avec une atteinte mnésique isolée. Et en fait, ce que j'ai trouvé quand même dans ces formes neurovisuelles, on a des latences quand même qui sont allongées par rapport à ces formes mnésiques classiques. Donc, effectivement, ça peut être un outil intéressant dans ces plaintes, je disais, dans ces plaintes un peu subjectives, non spécifiques, où on retrouve finalement une bonne corrélation avec l'atteinte des réseaux anatomo-spécifiques, fonctionnels spécifiques du processus pathologique. Ok, merci. Alors là, j'ai deux questions là, qui sont arrivées dans le chat. Alors il y en a une, c'est Sarah qui demande si tu peux parler des instruments de mesure que tu utilises pour effectuer les mesures oculomotrices. Tu veux juste... C'est l'appareillage, c'est ça, l'appareil, la Alors je ne vidéo. sais pas si c'est uniquement pour tout ce qui est la saccadométrie ou aussi pour tout ce qui est les enregistrements au niveau de la rétine. Ça, Alors, l'instrument de la rétine, alors là, effectivement, on a les deux. commencé Ok. de recherche pour étudier, effectivement, faire la pupillométrie. Et puis là, je collabore aussi avec le service neurologie impliqué dans les pathologies neuro-inflammatoires qui font beaucoup de travaux sur le nerf optique. Et ils ont pu avoir, depuis 3 semaines, c'est tout récent, l'appareil d'OCT. Donc, l'idée, c'est aussi de coupler certaines mesures de pupillométrie avec l'OCT parce qu'il y a quand même aussi pas mal de travaux qui montrent aussi qu'il y a certaines anomalies au niveau de l'OCT qu'on peut aussi observer dans la maladie d'Alzheimer. Donc l'idée, c'est aussi de coupler ces deux, mais ça reste encore dans le domaine dans le domaine expérimental, hein. Et donc, pour faire ton enregistrement de pupillométrie, tu utilises quoi comme appareil? Si tu Euh, veux... c'est un eye tracker, mais qui est plutôt utilisé en fait en recherche. J'utilise pas celui que j'utilise Je peux habituellement en donner les noms, hein. Enfin, il y a... c'est pas contact. d'automatique. Je ne me rappelle plus de la marque, mais c'est plutôt quelque chose qui est plutôt en recherche, alors que, parce qu'il y avait là aussi la question de pouvoir adapter le protocole de pupillométrie que j'utilise avec l'eye tracker en recherche dans celui que j'utilise dans la clinique, mais tu connais Muriel, la réactivité. Et donc, ouais, donc là, le dispositif que tu utilises en clinique, toi, c'est l'iBrain, de toute façon, sur ECOG, et peut-être alors les dispositifs Après, plus... j'essaie libre par routine clinique Ouais. pour la pupillométrie. Alors, je peux l'utiliser pour la pupille, hein, mais pour ce protocole un peu de la pupillométrie dynamique, il faut qu'il y ait des protocoles un peu précis que je ne peux pas utiliser dans l'appareil iBrain, en fait. Ok. Et alors, attends, moi j'ai une autre question de Pierre-Olivier Morin qui en demande si cette utilisation, alors je ne sais pas si ça veut dire en tout cas, est développée sur tout le territoire dans les centres de neurologie ou si c'est une spécificité de la Timone. Je me demande si c'est justement l'utilisation d'un eye tracker justement en neurologie. Non, non, c'est vrai que moi j'aimerais, enfin, c'est pour ça en fait je fais aussi cet enseignement dans les diplômes spécialisés de neurologie et j'aimerais bien que ça soit démocratisé. Pour l'instant, je suis la seule dans la région
qui fait ça, parce que vraiment j'y crois et enfin, j'espère que je vous avoir convaincu à travers ce topo. Parce que voilà, il y a quand même une réticence encore auprès de la communauté neurologique, et puis aussi il faut une volonté, voilà, pour se former, voilà, ce qui est pas forcément toujours le cas. Donc, ce qui fait que pour l'instant, je suis la seule à faire ça dans la région. La personne la plus proche, c'est peut-être vous avez dû le rencontrer, c'est Kevin qui est à Monaco. Et sinon, il y a une personne qui fait ça au CHU de Nîmes. Mais en tout cas, dans la région PACA, je suis la seule à faire ça. Et voilà, donc en tout cas, dans le diagnostic des pathologies neurodégénératives. J'ai quelqu'un d'autre qui me pose la question. Merci, Anila. Si un patient atteint d'une pathologie type Parkinson ou tremblement essentiel consulte en orthopsie de ville, quels paramètres oculomotriques pensez-vous qu'il faudrait mesurer? Alors, Euh, je vous ai dit, voilà, il faut regarder surtout des paramètres au niveau des saccades. Je vous ai dit la poursuite, on peut avoir un peu une poursuite saccadée, c'est pas très spécifique, mais pour détecter par exemple un syndrome parkinsonien atypique, bah, il faut surtout regarder les saccades. Donc il faut mesurer des vitesses, la précision des saccades, voir est-ce qu'il y a des mouvements anormaux, voilà. Donc et puis l'épreuve des antisaccades. Donc surtout voilà les vitesses, des latences et la précision des saccades. Après, tremblement essentiel, alors c'est pas considéré comme un syndrome parkinsonien entre guillemets atypique parce qu'on n'a que le tremblement, on n'a pas d'autres symptômes de la triade parkinsonienne, notamment il y a pas d'akinésie, il n'y a pas de rigidité. Donc ça considère effectivement comme une pathologie du mouvement qui généralement qui n'est pas évolutive et elle ne fait pas partie de la triade classique du syndrome parkinsonien. Donc, à la limite, dans les tremblements essentiels, on n'a pas trop de mal parce que voilà, on fait le diagnostic assez aisément. C'est surtout dans ces syndromes parkinsoniens, on a cette triade akinésie, rigidité et tremblement. Pour savoir est-ce que c'est une maladie de Parkinson ou est-ce que c'est une PSP ou est-ce que c'est une MSA. Effectivement, c'est là où l'oculomotricité peut fournir des éléments diagnostiques un peu plus précis. Merci, Leïla. Je te propose, on va s'arrêter là. Et voilà, parce qu'il est pile 14 heures et tu reprends ta consultation. Moi, je te dis un énorme merci voilà, pour cette présentation et pour les partages que tu nous as fait aujourd'hui. Tu clôtures en plus juste avant l'été. Donc voilà, donc je souhaite un bel été à tout le monde. Muriel, Merci beaucoup de ton merci. temps. Et puis voilà, je te dis à très très bientôt. Merci encore. Merci Muriel, merci à tous. Au revoir. Au revoir.